Nathaniel, Nat Brinet avait toujours cru que sa vie reposait sur des bases solides. À 52 ans, il avait amassé une fortune modeste grâce à son entreprise de meubles sur mesure, commencée dans son garage 25 ans plus tôt et devenue une marque respectée avec 3 salles d'exposition à travers l'État. Ses mains, calleuses et fortes, témoignaient de son dévouement, un homme convaincu que tout ce qui valait la peine d'être possédé méritait d'être construit de ses propres mains. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Sa maison de style colonial à Oak Ridge Heights se dressait comme un monument à son succès, 4 chambres, un atelier à l'arrière et une vaste cour où il avait appris à ses enfants à jouer au baseball. C'était également là qu'il avait demandé Victoria, surnommée Vicky, en mariage, sous l'érable qui projetait désormais son ombre sur leurs fenêtres chaque matin. Ce matin-là, le 15 juin, Nat se réveilla avec une étrange sensation dans le ventre. Quelque chose semblait décalé, bien qu'il ne puisse dire quoi. Le côté du lit de Vicky était déjà vide, les draps froids inhabituels pour un samedi. « Joyeux anniversaire à moi », murmura-t-il en balançant ses jambes hors du lit. 55 ans aujourd'hui. Pas vieux, mais plus vraiment jeune non plus. Il avait remarqué davantage de cheveux gris dans sa barbe ces derniers temps, plus de rides autour des yeux lorsqu'il souriait. En bas, la maison était étrangement silencieuse. Il s'attendait à sentir l'odeur du café, à entendre les nouvelles du week-end diffusées doucement dans le salon. Au lieu de cela, rien. Un mot sur le réfrigérateur attira son attention. « Prépare les choses pour ce soir. Je reviens bientôt. V. » Ah oui, le dîner d'anniversaire. Vicky avait insisté pour lui organiser une fête cette année. Rien d'extravagant, avait-elle promis. Juste la famille et quelques amis proches. Nat avait accepté à contre-cœur, n'ayant jamais aimé être le centre de l'attention. Il passa la matinée dans son atelier, se perdant dans le rythme familier du ponçage et du vernissage. La console en bois de cerisier était une commande d'un client de longue date, mais Nat y avait ajouté des détails spéciaux, des feuilles d'érable incrustées le long des bords, comme une touche personnelle. Son téléphone vibra avec des vœux d'anniversaire de la part de fournisseurs et d'anciens amis, mais rien de ses enfants. Alexander, 27 ans, travaillait dans un cabinet d'avocats en ville. Olivia, 24 ans, avait obtenu son diplôme universitaire l'année précédente et était revenue vivre à la maison temporairement en lançant sa carrière de graphiste. En fin d'après-midi, Nat s'était douché et avait enfilé la nouvelle chemise bleue à boutons que Vicky avait laissée sur leur lit. Un cadeau, supposait-il. La maison était désormais animée, Vicky dirigeait les traiteurs, Olivia arrangeait les fleurs, et Alex, étonnamment rentré tôt de la ville, installait un bar sur le patio. « Le voilà », s'exclama Vicky en traversant la pièce pour l'embrasser sur la joue. À 51 ans, elle faisait encore tourner les têtes avec ses cheveux blonds et son rire contagieux. « Joyeux anniversaire, mon chéri. Tout est presque prêt. » Nat remarqua une légère raideur dans son étreinte, la façon dont ses yeux ne rencontraient pas tout à fait les siens. Il avait senti une distance croissante entre eux au cours de l'année écoulée. Il plaisantait sur le « syndrome du nid vide », bien qu'Olivia soit revenue vivre à la maison, mais cela semblait plus profond que cela. À 19h, leur cour arrière était remplie de visages familiers. Sam Westfield, le plus vieil ami et compagnon de pêche de Nat, lui tapa dans le dos et lui tendit un verre de bourbon. Diana Winters, leur voisine qui avait vu grandir les enfants, apporta sa célèbre tarte au pacan. Même Howard Fulton, le détective à la retraite devenu un habitué du showroom de Nat, discutant des techniques de menuiserie, fit une apparition. Un discours. Lança quelqu'un après le dîner, alors que Vicky disparaissait dans la maison. Nat se leva à contre-cœur, bourbon à la main. Good novel. Plus 2. Scribe. Plus 2. Achète UK. Plus 2. Merci à tous d'être venus. Vous savez que je ne suis pas du genre à faire de grandes célébrations, mais... La porte coulissante en verre s'ouvrit et Vicky apparut, portant un gâteau avec des bougies allumées. Derrière elle, Alex et Olivia, tous deux avec une expression solennelle. Trop solennelle pour une célébration d'anniversaire. Avant que tu ne souffles les bougies, dit Vicky, sa voix ferme mais froide, nous avons quelque chose pour toi. Alex s'avança, une enveloppe manille à la main.
Papa, nous planifions cela depuis un moment. Il est temps. La cour arrière tomba dans le silence. Nat prit l'enveloppe, confus. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents juridiques. Des papiers de divorce. Et en dessous, un avis d'expulsion. C'est quoi ce bordel? Demanda-t-il en levant les yeux vers sa famille. Ils se tenaient ensemble, un front uni contre lui. Nous vendons la maison, dit Alex, affichant toute sa confiance acquise en école de droit. Maman obtient 70%. Olivia et moi nous partageons le reste. Et toi, tu n'as rien, ajouta Olivia, sa voix tremblante légèrement mais ses yeux durs. L'entreprise reste à maman. Tout est détaillé dans la révision du contrat prénuptial que tu as signé l'année dernière. L'esprit de Nat s'emballa. Les papiers d'assurance que Vicky lui avait demandé de signer pendant la saison des impôts. Il lui avait fait confiance. Il ne les avait même pas lus. Tu étais tellement occupé avec tes précieux meubles que tu n'as jamais remarqué ce qui se passait juste sous ton nez, dit Vicky en posant le gâteau. Nous t'avons dépassé, Nat. Les invités se déplacèrent, mal à l'aise. Certains commencèrent à partir discrètement, embarrassés d'être témoins d'une telle humiliation privée. Joyeux anniversaire, loser, ricana Alex, et Nat sentit son cœur se briser face au mépris dans les yeux de son fils. Les trois, sa famille, son monde échangèrent des regards satisfaits et rirent même. Nat regarda les papiers, puis les visages de sa femme et de ses enfants. 29 ans de mariage, une vie entière de souvenirs, tout un mensonge. D'une main ferme, il sortit un stylo de sa poche. Il signa les papiers un par un, sa signature aussi impeccable que sur les garanties de meubles sur mesure dont il était si fier. Très bien, dit-il simplement en rendant les papiers à Alex. Puis il se tourna et entra dans la maison, monta les escaliers pour emballer ce qui restait de sa vie. Il rassembla ses affaires personnelles, puis quitta le motel. Sa prochaine destination fut la banque Westridge, où il retira 30 000 $ en liquide, son fonds d'urgence soigneusement gardé à l'écart des comptes conjoints. « Vous préparez des vacances, monsieur Brinet ?» demanda la caissière avec un sourire aimable. « Quelque chose comme ça, » répondit Nat. « Un nouveau départ. » Cet après-midi-là, il acheta un Ford F d'occasion, payé comptant, et le chargea de ses outils essentiels. À la tombée de la nuit, il avait déjà franchi la frontière de l'État, en direction de l'ouest. Sans destination précise. Juste, loin. Loin de cette coquille vide qu'était devenue sa vie. 300 miles plus loin, il s'arrêta dans un petit motel en bord de route et, pour la première fois depuis son départ, consulta son téléphone. 27 appels manqués, 15 messages vocaux, des dizaines de textos tous venant de Sam, de Diana et de quelques autres amis. Aucun de sa famille. Il écouta le premier message de Sam. « Nat, qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Rappelle-moi. Tout le monde en parle. Vicky raconte que t'as fait une espèce de crise, et que t'as disparu. » Nat le supprima sans écouter la suite. Qu'il se pose des questions. Qu'il parle. Il trouva un bar au coin de la rue du motel à un endroit sombre, sans nom, où personne ne connaissait ni son nom ni sa honte. 2 verres de whisky plus tard, une femme aux yeux fatigués vint s'asseoir sur le tabouret à côté de lui. « Vous avez l'air d'avoir passé une sacrée journée, dit-elle. « Une sacrée vie, corrigea Nat, en levant son verre. Elle s'appelait Marissa Callaway, photographe indépendante, de passage pour un reportage. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture, de tout, sauf de ce qui l'avait amené là. Elle ne posa pas de questions, et il lui en fut reconnaissant. « Où allez-vous » demanda-t-elle alors qu'ils rentraient ensemble vers le motel. « Je ne sais pas encore, avoua Nat. Quelque part où je peux recommencer. »« Je connais un endroit, » répondit Marissa. « Une petite ville appelée Riverstone, à environ 3 heures au nord. Des gens bien, une vie simple, et ils auraient bien besoin d'un bon menuisier. » 2 jours plus tard, Nat entrait dans Riverstone, 4862 habitants, une ancienne ville industrielle devenue un centre artisanal, niché entre des montagnes et une rivière sinueuse. Marissa lui avait donné le nom d'un ami propriétaire de biens locatifs. Avant la tombée de la nuit, Nat avait obtenu une petite cabane en lisière de la ville, et une piste pour un atelier. Une semaine passa.
puis une autre. Nat établit une routine simple, café à l'aube, travaille sur de petits projets pour reconstruire son portfolio, promenade le soir le long de la rivière. Il changea de numéro, mais laissa l'ancien actif, transférant les appels vers une messagerie vocale qu'il consultait de temps en temps. Les messages de Victoria et des enfants ne tardèrent pas à arriver. La confusion céda la place à la frustration, puis à la colère, et enfin, à quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. « Papa, où es-tu ? » Maman panique. « L'entreprise va mal sans toi. Rappelle-moi. » Nat, ce n'est plus drôle. On doit parler du divorce. Mon avocat a besoin de ta réponse. Papa, c'est Olivia. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. On pensait juste, s'il te plaît, appelle-moi. Nat sauvegarda chaque message, mais ne répondit à aucun. Qu'il mijote dans l'incertitude. Qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction du désarroi qu'il avait vécu. À Riverstone, il commença à guérir ou du moins à panser ses plaies. Il loua un petit local sur Main Street et y installa une enseigne sobre, Briney Custom Woodworking. Il fabriquait des pièces sur commande, plus petites que ses anciens projets, mais avec la même précision, la même âme. Le bouche à oreille fit le reste. Un soir, alors qu'il fermait boutique, un homme grand, en costume sur mesure, franchit la porte. « Monsieur Briney ? Henry Blackwood. On m'a parlé de votre travail. » Blackwood possédait une chaîne d'hôtels-boutiques répartis sur 3 États. Il souhaitait discuter de meubles sur mesure pour une nouvelle propriété. Ce serait le plus gros contrat de Nat depuis sa renaissance. « Il me faudrait voir l'endroit, » répondit Nat avec prudence. « Bien sûr. C'est à environ 4 heures d'ici. Le week-end prochain, ça vous irait ?» Lorsque Blackwood s'éloigna, Nat sentit quelque chose s'éveiller en lui. Pas seulement de l'intérêt professionnel, mais la première lueur d'un plan. Ce soir-là, il ouvrit son ordinateur portable et fit ce qu'il s'était interdit depuis des semaines. Il chercha des nouvelles de chez lui. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver. Le journal économique local consacrait un article à Victoria Briney, désormais unique propriétaire de Briney Furniture Design, et à sa nouvelle direction audacieuse pour l'entreprise. La photo montrait Victoria lors d'un vernissage, une coupe de champagne à la main, radieuse face à l'objectif. À ses côtés, Laurence Donovan, présenté comme le nouveau directeur artistique de la société. Nat le reconnut immédiatement, un designer de meubles venu de Chicago, qu'ils avaient rencontré lors d'un salon professionnel 2 ans auparavant. La main de Laurence reposait familièrement sur le bas du dos de Victoria, un geste bien trop intime pour de simples collègues. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent brutalement. Pas juste une trahison. Une prise de pouvoir soigneusement orchestrée. Victoria et Laurence, ensemble dans l'ombre. Les enfants achetés avec des promesses d'héritage. Et Nat ? L'obstacle à éliminer. Il referma l'ordinateur et se dirigea vers la fenêtre, fixant la rivière illuminée par la lune. La braise dans sa poitrine était désormais une flamme constante. « Alors c'est comme ça, » murmura-t-il. « Très bien. Ce sera donc comme ça. » Il sortit un carnet et se mit à écrire. Nom. Date. Connexion. L'ébauche de quelque chose qui, tôt ou tard, deviendrait justice ou vengeance. À ce stade, Nat ne faisait plus vraiment la différence. Chapitre 3, l'architecte du désastre. L'hôtel Blackstone, à Denver, était exactement le genre d'établissement qui correspondait à l'esthétique de Laurence Donovan, élégant, moderne, avec une touche rustique savamment choisie pour séduire une clientèle aisée. Tandis que Nat visitait les lieux en compagnie d'Henry Blackwood, discutant de types de bois et de concepts de design, son esprit enregistrait chaque détail pour une toute autre raison. Nous voulons que chaque pièce raconte une histoire, expliquait Blackwood. Nos clients viennent chercher une expérience, pas seulement un lit. Je comprends parfaitement, répondit Nat, son masque professionnel bien en place. Chaque chambre doit être une découverte. À la fin du week-end, Nat avait décroché un contrat de $120 000 pour l'ameublement sur mesure des suites exécutives de l'hôtel. Mais plus important encore, il avait posé la première pierre de son plan.
De retour à Riverstone, il passa 2 appels. Le premier fut pour Russell Flynn, un ancien contact de ses jours chez les fournisseurs, un homme avec quelques connexions, dans les coins les moins recommandables de l'industrie. Le second fut pour Sam Westfield. Jésus-Christ, Nat, où t'étais passé, bordel. La voix de Sam était un mélange de soulagement, de colère et d'amitié. Et en colère. Tout le monde te cherche. Pas tout le monde, répondit Nat froidement. Comment va Victoria? Un silence. Écoute mec, je ne sais pas quoi te dire. Elle est avec quelqu'un d'autre maintenant. Ce designer de Chicago. Ils ne font même pas l'effort de le cacher. Et mes enfants? Une autre pause. Alex travaille maintenant dans l'entreprise de Victoria, à un poste de vice-président. Quant à Olivia, elle semble perdue, elle pose parfois des questions sur toi. Nat encaissa ces informations comme des coups de poing dans le corps. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, samedi. Pas de questions. N'importe quoi, frère. Tu sais que j'ai besoin d'informations. Tout ce que tu peux obtenir sur Laurence Donovan, son passé, ses finances, ses faiblesses. Je sais que tu as encore des contacts grâce à tes enquêtes d'assurance. Nat, qu'est-ce que tu prévois? Juste des informations, samedi. C'est tout pour l'instant. Au cours du mois suivant, Nat travailla 18 heures par jour, construisant des meubles pour le contrat Blackstone pendant la journée et élaborant sa vengeance la nuit. Les informations de Sam arrivaient sous forme de mails cryptés, dressant le portrait d'un Laurence Donovan de plus en plus intrigant à chaque révélation. Laurence venait d'une vieille famille aisée dont la fortune s'était largement tarie. Sa carrière de designer était respectable mais loin d'être exceptionnelle. Il avait un problème de jeu qu'il cachait soigneusement, et des dettes envers des gens qui ne figureraient jamais dans les pages jaunes. Il avait été marié 2 fois auparavant, chaque mariage se terminant lorsqu'une opportunité plus avantageuse se présentait. Le plus crucial, c'était son schéma récurrent, il repérait des entreprises prospères avec des structures de propriété vulnérables, s'infiltrait via des relations personnelles, puis orchestrait des prises de contrôle. Victoria n'était pas sa première conquête, ni en affaires ni en amour. Elle était simplement la dernière. Quant à Victoria elle-même, les renseignements de Sam étaient tout aussi révélateurs. Elle avait installé Laurence dans la maison de Nat, quelques semaines seulement après l'embuscade d'anniversaire. Elle rebrandait agressivement l'entreprise, effaçant toute trace de l'influence de Nat et liquidant les actifs à un rythme alarmant. Elle prévoyait de tout vendre pour partir en France avec ce type, rapporta Sam. La rumeur voulait qu'ils aient déjà versé un acompte pour un château. Nat termina le projet Blackstone 2 semaines avant la date prévue, récoltant les louanges évasives de Blackwood et des recommandations auprès de son cercle de riches contacts. Les commissions commencèrent à affluer, y compris une commande d'un milliardaire de la tech pour sa retraite à Aspen, un projet qui allait placer Nat dans l'orbite de personnes au sérieux pouvoir d'influence. Avec sa renaissance professionnelle en marche, Nat consacra toute son attention à la phase 2. Il loua un petit appartement dans sa vieille ville, sous un faux nom et payant en liquide. Les week-ends, il faisait les 4 heures de route en costume simple, assez pour ne pas être reconnu, mais efficace pour se déplacer librement et observer. Il surveillait Victoria et Laurence dans des restaurants, les photographiait entrant dans des hôtels pour des réunions d'affaires. Il suivait les déplacements de ses enfants, le trajet prévisible d'Alex de son appartement du centre-ville au bureau, l'emploi du temps moins structuré d'Olivia qui passait d'un café à l'autre avec son ordinateur portable. Nat rendait aussi visite à ses anciens fournisseurs, utilisant son alias et une histoire sur un nouveau projet. Il posait des questions banales sur Briney Furniture Design, entendant des réponses inquiétantes. La qualité a chuté depuis que Nat est parti, confia un fournisseur de bois. Ce nouveau gars s'intéresse plus à l'esthétique qu'à la durabilité. Victoria a annulé la moitié de ses commandes habituelles, rapporta un autre. Il paraît qu'il délocalise toute la production en Malaisie. Tout ce que sa famille prétendait valoriser, l'artisanat, l'intégrité, l'héritage, était démantelé pour un profit rapide. L'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien, la réputation qu'il avait forgée avec autant de soin que ses meubles, tout cela était broyé. Un mardi pluvieux, Nat était assis dans sa voiture de location devant son ancienne maison, regardant la Porsche de Laurence entrer dans l'allée.
À travers les vitres embuées, il vit Victoria l'accueillir à la porte avec un baiser. Derrière eux, Olivia souriait faiblement. Une grande famille heureuse. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Nat ce jour-là, le dernier fil de retenue de son comportement civilisé, de l'homme qu'on lui avait appris à être. À sa place grandit quelque chose de plus dur, plus froid, plus calculateur. Cette nuit-là, dans son appartement spartiate, il apporta les derniers ajustements à son plan. Cela prendrait du temps. Cela demanderait de la patience. Mais une fois terminé, ce serait absolu. Il ouvrit son ordinateur portable et rédigea un mail à Henry Blackwood, acceptant une invitation à dîner qu'il avait auparavant déclinée. Des gens influents seraient là. Des clients potentiels, oui, mais aussi des individus avec le pouvoir et les connexions dont Nat aurait besoin. Lorsqu'il appuya sur envoyer, son téléphone jetable vibra avec un texto de Sam. Alex pose des questions sur toi. Il semble inquiet, dit que Victoria agit bizarrement aussi. Nat sourit pour la première fois depuis des semaines. Il devrait s'inquiéter. L'architecte de leur ruine dessinait les plans, et la construction allait bientôt commencer. Chapitre 4. Des loups à la porte. Le projet Aspen devint la pièce maîtresse de Nat et sa couverture. Pendant 3 mois, il créa des meubles d'une beauté à couper le souffle pour Montgomery Walsh, un magnate de la tech passionné par les causes environnementales et aux poches profondes. La commande ne se contenta pas de renflouer les finances de Nat, elle lui ouvrit aussi les portes d'un monde de pouvoir et de privilèges qu'il n'avait jusque-là qu'aperçu. C'est un travail extraordinaire, dit Walsh en caressant le bord d'une table de conférence que Nat avait fabriquée avec du bois de récupération. Vous avez exactement capturé ce que je voulais. Je crois qu'il faut laisser le bois parler de lui-même, répondit Nat modestement. Vous devriez venir à la soirée caritative de ma fondation le mois prochain. Les gens doivent voir votre travail et rencontrer l'homme derrière. L'invitation était exactement ce que Nat espérait. Le gala annuel de Walsh attirait le genre de personnes capables de faire ou défaire des fortunes d'un simple coup de fil. Pendant ce temps, la situation à la maison évoluait rapidement. Grâce au réseau d'informateurs de Sam, Nat apprit que Victoria et Lawrence avaient accéléré leurs plans. L'entreprise fonctionnait maintenant à une fraction de sa capacité d'avant, avec des commandes exécutées par des fabricants étrangers alors que les ateliers d'origine restaient vides. Ils ont mis en vente les locaux commerciaux avec un agent immobilier, rapporta Sam, et il y a des rumeurs selon lesquelles la maison allait bientôt être mise sur le marché. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'était la nouvelle concernant ses enfants. Alex était devenu le bras droit de Lawrence, prenant en charge les aspects juridiques du démantèlement de ce qui restait de l'héritage de Nat. Olivia, elle, semblait moins enthousiaste, mais demeurait néanmoins complice, en créant les matériaux de rebranding qui effaceraient les dernières traces de l'influence de son père. Et il y avait quelque chose d'autre, ajouta Sam, avec hésitation. Ils essayaient d'accéder à tes comptes personnels, ce que Victoria ne connaissait pas. Nat s'y attendait. Avant de disparaître, il avait transféré la majeure partie de ses économies personnelles vers de nouveaux comptes, sous une société holding établie dans le Wyoming. Le tracé était délibérément complexe, conçu pour décourager quiconque tenterait de le suivre. Qu'ils essaient, dit Nat froidement. Ils ne trouveront rien d'autre que de la poussière. La phase suivante nécessitait un timing minutieux. Utilisant des contacts fournis par Montgomery Walsh, Nat organisa une rencontre avec Gregory Hay, un capital risqueur réputé pour ses acquisitions agressives dans le marché du luxe. J'ai suivi avec intérêt le déclin des designs de mobilier Briné, déclara Hay lors du déjeuner au club privé. C'est dommage de voir un tel artisanat se diluer. La direction actuelle semble focaliser sur des gains à court terme, répondit Nat, maintenant la fiction qu'il n'était qu'un simple observateur intéressé de l'industrie. Ils sont vulnérables à la bonne offre, songea Hay. Ou à la bonne pression. Une semaine plus tard, la firme de Hay commença à acheter discrètement des contrats fournisseurs et des dettes en suspens liées à Briné Furniture Design. Rien de spectaculaire qui ne déclenche d'alerte, mais assez pour préparer la nouvelle qui finirait par serrer l'étau. À l'arrivée de l'automne, Nat assista au gala de Walsh, vêtu d'un costume taillé sur mesure qui révélait sa transformation physique. Des mois de travail manuel, combinés à un régime d'exercice impitoyable, avaient durci son corps,
tandis que sa barbe soigneusement taillée et ses cheveux plus longs changeaient suffisamment son apparence pour lui conférer un voile d'inconnu. L'événement se tenait dans un hôtel historique de Chicago, territoire d'origine de Lawrence Donovan. Le risque d'être reconnu existait, mais Nat l'évalua comme acceptable. Il devait être vu dans ces cercles pour que son plan fonctionne. Au milieu de la soirée, alors qu'il discutait de foresterie durable avec une journaliste environnementale, Nat aperçut un visage familier de l'autre côté de la pièce, Lawrence Donovan, charmant la foule avec son charisme habituel. À ses côtés se tenait une femme qui n'était pas Victoria, plus jeune, plus élancée, accrochant chaque mot qu'il prononçait. Nat s'excusa et se déplaça pour observer sans être trop évident. Lawrence était clairement à la chasse, posant les bases tout en restant encore impliqué avec Victoria, ce prédateur en quête de sa prochaine victime. Avec son téléphone, Nat prit discrètement des photos de l'interaction. Il identifia la femme via les réseaux sociaux, Renée Burroughs, héritière d'une fortune dans la vente de mobilier. Lawrence jouait une partie bien plus grande que ce que Victoria avait imaginé. Le lendemain matin, Nat passa un appel à Russell Flynn, son contact du côté plus obscur de l'industrie. « J'ai besoin de quelqu'un de professionnel, discret, uniquement pour de la surveillance à ce stade. »« Je connais le gars qu'il faut, » répondit Flynn. Ancien renseignement militaire, désormais dans le privé, avec un casier vierge mais un savoir-faire douteux. L'agent, qui se faisait appeler simplement Miller, commença à suivre Lawrence la semaine suivante, documentant ses déplacements, ses rendez-vous, et ses indiscrétions. Les preuves s'accumulaient, Lawrence trahissait systématiquement Victoria, tant professionnellement que personnellement, la préparant à endosser la chute inévitable de l'entreprise. Le prochain coup de Nat visa directement son fils. Grâce aux informations de Miller, il découvrit qu'Alex contournait les règles réglementaires pour réduire les coûts, notamment concernant les meubles importés qui avaient remplacé les pièces artisanales de Nat. Par un compte email anonyme, Nat envoya un rapport détaillé à OSHA et à la Commission de sécurité des produits de consommation, soulignant des violations potentielles. Il inclut juste assez d'informations vérifiables pour déclencher une enquête. 3 jours plus tard, des inspecteurs arrivèrent au showroom Briney Furniture. Les amendes furent substantielles, mais les dégâts à la réputation de la société furent pires encore. Plusieurs clients de renom annulèrent leurs commandes. La presse commença à poser des questions. Victoria convoqua une réunion d'urgence que Miller réussit à enregistrer. L'enregistrement révéla les fractures dans leur alliance. « C'est ta responsabilité, Alex », lança la voix paniquée de Victoria, aiguë. « Tu m'avais assuré que les papiers étaient en ordre. »« Ne me rejette pas la faute, » riposta Alex. « C'est Lawrence qui a insisté pour utiliser ses fournisseurs. Je t'avais dit qu'ils étaient douteux. »« Calmez-vous tous les deux, » intervint Lawrence d'un ton posé. « Ce n'est qu'un contretemps mineur. On s'ajuste et on avance. »« Mineur. Il parle d'un rappel, Lawrence. Tu as idée de ce que ça nous coûterait ? » La voix de Victoria se brisa sous le stress. « Il n'y a pas de nous en affaires, Victoria. Il y a seulement ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. » Le ton de Lawrence se fit dur, le masque tombant. Nat écouta l'enregistrement 2 fois, la satisfaction le traversant. Les premières fissures apparaissaient. Il était temps d'appliquer une pression réelle. Par l'intermédiaire de Gregory Hay, il organisa pour qu'une série de fournisseurs réclament soudainement le paiement intégral des factures en souffrance. Simultanément, plusieurs prêts de la société, désormais sous le contrôle de la firme de Hay, furent exigibles à cause de violations des clauses, déclenchées par les problèmes réglementaires. En quelques semaines, Briney Furniture Design fut confronté à une crise de liquidité. Lawrence proposa de vendre la maison pour combler le déficit. Victoria accepta à contre-cœur. La touche finale fut un appât que Nat savait irrésistible pour Lawrence. Il fit approcher Lawrence directement par et avec une proposition, faciliter un rachat au style de ce qui restait de la société, recevoir un généreux package de compensation, ainsi qu'un poste de haut niveau dans la nouvelle structure. Victoria serait laissée sans rien. Comme la surveillance de Miller le confirma, Lawrence accepta la proposition sans hésiter. Les loups tournaient désormais autour de la proie, et Victoria ignorait qu'elle était chassée par le chef de la meute qu'elle avait elle-même invité chez elle. Chapitre 5.
Le premier domino. Le panneau « À vendre » apparut devant la maison Brinet, un matin frais d'octobre. Nat observa de l'autre côté de la rue l'agent immobilier enfoncer le panneau dans la pelouse. Cette même pelouse où il avait appris à ses enfants à faire du vélo, où les barbecues d'été s'éternisaient jusqu'au soir, où il s'était cru un jour heureux. Victoria sortit brièvement pour parler avec l'agent, le visage marqué par la fatigue. Fatiguée, elle avait vieilli au cours des mois qui avaient suivi le départ de Nat. De nouvelles rides marquaient désormais le contour de sa bouche, et une certaine ternissure avait gagné ses cheveux autrefois si éclatants. L'affaire de la trahison semblait lui peser lourdement. Ce soir-là, Nat lança la phase suivante de son plan. S'appuyant sur les preuves collectées par Miller, il constitua un dossier détaillé sur les activités de Laurence, ses rencontres avec et sa liaison avec René Burros, et son démantèlement méthodique des actifs de l'entreprise. Il envoya des copies de ce dossier à Victoria, Alex et Olivia, depuis une adresse mail anonyme, accompagnée d'un simple message. « Savez-vous vraiment à qui vous faites affaire ?» La réaction fut immédiate et chaotique. Victoria confronta Laurence dès la nuit même. Les enregistrements audio de la surveillance faite par Miller captèrent leur violente dispute. « Tu collabores avec et dans mon dos, tu prévois de me trahir. » La voix de Victoria tremblait de colère et de trahison. « Ne fais pas de drame, » répliqua Laurence d'un ton méprisant. « Je cherche simplement des options pour le jour où ce navire coulera inévitablement. Tu devrais me remercier d'avoir un plan B. Et René Burros? Elle fait aussi partie de ton plan de secours? » Un silence. « Avec qui as-tu parlé? » C'est ridicule. J'ai vu les photos, Laurence. Depuis combien de temps la fréquentes-tu? Pendant tout le temps où tu étais avec moi. L'altercation monta en intensité, jusqu'à ce que Victoria, exaspérée, expulse Laurence de la maison. Mais Nat savait que cette dispute ne durerait pas. Victoria avait trop investi dans leur partenariat aussi bien personnel que professionnel, pour tout abandonner ainsi. Elle lui pardonnerait, comme elle pardonnait toujours à ceux qui lui faisaient du mal, sauf à Nat, apparemment. Le lendemain, Nat fit son premier mouvement direct. Il appela Olivia depuis un nouveau numéro. Elle décrocha dès la deuxième sonnerie. « Bonjour Olivia, c'est ton père. » Un silence, puis un sanglot étouffé. « Papa, oh mon Dieu, où es-tu? Tu vas bien? » « Je vais bien, mieux que bien même. »« Olivia, tu dois rentrer à la maison. » Tout s'écroule. Maman et Laurence se disputent. L'entreprise est en danger. « Je sais, » l'interrompit-elle. « Je sais tout, Olivia. J'appelle parce que je pense qu'il est temps que tu choisisses vraiment de quel côté tu es. Que veux-tu dire? Tu les as aidés à me tendre un piège. Tu as regardé sans bouger pendant qu'ils essayaient de me détruire. Maintenant, tu vois qui ils sont vraiment. Je te donne un choix. » Il détailla ce qu'il savait de la situation de l'entreprise, des véritables intentions de Laurence, du piège qui se refermait sur le centre commercial. Il expliqua qu'il était en position soit d'accélérer leur chute, soit de leur offrir une bouée de sauvetage, mais seulement à ceux qui le méritaient. « Maman dit que tu nous as abandonnés, » murmura Olivia. « Que tu as fui quand ça devenait difficile. » Nat rit, un son sans aucune joie. « C'est ce qu'elle dit ? Intéressant point de vue de la part de quelqu'un qui m'a servi des papiers de divorce à ma fête d'anniversaire. » « Je suis désolé pour ça, » souffla Olivia. C'était l'idée d'Alex. Il disait que ce serait plus propre comme ça, et tu as suivi, tout comme tu suis tout ça. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alex a dit que tu volais maman sur sa part de l'entreprise depuis des années. Laurence disait que tu comptais tout vendre et prendre ta retraite sans nous. Les mensonges laissèrent Nat sans voix un instant, puis une froide fureur l'envahit. Et tu les as crus sans jamais me demander. Papa, s'il te plaît, je ne veux pas d'excuses. Je veux des actions. Si tu veux te sauver de ce qui arrive, prouve-le. J'ai besoin d'informations, de documents des serveurs de l'entreprise, des traces des transactions que Laurence cache à ta mère. Tu veux que j'espionne pour toi? Demanda Olivia, horrifiée. Je veux que tu choisisses un camp, avant qu'il ne soit trop tard pour choisir. Après un long silence, Olivia accepta d'y réfléchir.
Nat termina l'appel, sachant qu'il avait semé une graine. Si elle germerait, seul le temps le dirait. Pendant ce temps, Laurence s'était effectivement réconciliée avec Victoria, comme Nat l'avait prédit. Son talent de persuasion l'avait convaincu que ses rencontres avec elle n'étaient que de la collecte d'informations, et que c'était René qui le poursuivait, pas l'inverse. Victoria, désespérée de lui faire confiance, accepta ses explications. Mais les problèmes de l'entreprise restaient irrésolus. Les amendes réglementaires avaient déclenché une clause dans leur prêt bancaire, accélérant les échéances. Les commandes étaient annulées au fur et à mesure que les rumeurs de problèmes de qualité se répandaient. Et désormais, les maisons ne se vendaient plus. Les acheteurs potentiels se désistaient mystérieusement après un premier intérêt. Ce que Victoria et Laurence ignoraient, c'est que Nat avait organisé pour un contact discret avec chaque acheteur sérieux, partageant des informations inquiétantes sur la criminalité locale et des projets de construction qui dévalueraient les propriétés. Tout était fabriqué, mais efficace. 2 semaines après son appel à Olivia, Nat reçut un courriel chiffré contenant exactement ce qu'il avait demandé, des documents internes montrant le pillage méthodique des actifs restants de l'entreprise par Laurence. Olivia avait fait son choix. Nat transmit les documents clés aux actionnaires minoritaires, d'anciens employés à qui il avait donné de petites parts de propriété au fil des ans. Des personnes restées silencieuses pendant le rachat, mais qui disposaient désormais de preuves de malversation. Les actionnaires convoquèrent une réunion d'urgence du conseil d'administration, exigeant des explications. Laurence tenta de charmer tout le monde, mais les preuves étaient trop accablantes. Le conseil vota pour engager des comptables judiciaires et des avocats afin de mener une enquête approfondie. Ce soir-là, Laurence retira $50 000 de son compte personnel et réserva un vol pour Zurich. Il prenait la fuite, mais Nat n'avait pas encore fini avec lui. Grâce à Miller, Nat fit en sorte que le passeport de Laurence soit signalé à l'aéroport. Pas assez pour l'empêcher de voyager, mais suffisamment pour provoquer des retards et des interrogatoires. Au moment où Laurence fut autorisée à embarquer, il avait raté son vol, visiblement secoué. En quittant l'aéroport, il reçut un message d'un numéro inconnu. « Fuir ne servira à rien. Il n'y a aucun endroit où je ne puisse te retrouver. » Pour la première fois, Laurence Donovan sentit le froid de la peur. Quelqu'un orchestrait sa chute, et il n'avait aucune idée de qui. De retour à la maison, Victoria affrontait sa propre crise. La banque avait demandé le remboursement immédiat de leur prêt sur valeur domiciliaire, en raison des difficultés financières de l'entreprise. Sans le revenu de Laurence, il avait cessé de répondre à ses appels. Elle ne pouvait plus payer, la saisie était imminente. Alex, paniqué à l'idée que son rôle dans la mauvaise gestion financière soit mis en cause, chercha un coupable. Il désigna sa sœur. « C'est toi qui as donné ces documents aux actionnaires », l'accusa-t-il lors d'une dispute enflammée à la maison. « Tu as tout détruit. Toi et Laurence, c'est vous qui avez truqué les comptes. Papa a construit cette entreprise à partir de rien, et... » répliqua Olivia. Et il ramassa ses outils. L'araignée au centre de la toile. Il n'avait plus qu'à attendre que sa proie se débatte dans les fils de soie qu'il avait si soigneusement tissés. Chapitre 7, les fantômes du passé. La salle du conseil d'administration de Briné Legacy Design tomba dans un silence pesant lorsque Nat Briné fit son entrée. 14 mois après avoir été humilié lors de sa propre fête d'anniversaire, il avançait avec une confiance nouvelle jusqu'à la tête de la table, et prit place, non pas en exilé revenu, mais en actionnaire majoritaire et président exécutif de la société nouvellement consolidée. Autour de la table, les membres du conseil siégeaient, Damon Reed et ses associés Gregory, Sam Westfield, ainsi que 2 maîtres artisans issus de l'atelier Riverstone de Nat. Au bout de la salle, petite et incertaine, Victoria était assise, presque à l'écart. « Merci à tous d'être venus », commença Nat d'une voix ferme et maîtrisée. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour cette entreprise, ainsi que pour tous ceux qui y sont liés. Il présenta alors en détail le plan de restructuration, le retour à une qualité artisanale, l'accent mis sur des matériaux durables, ainsi que le programme d'apprentissage destiné à former une nouvelle génération de menuisiers. Il développa les projections financières, la stratégie marketing, et le chemin vers la reconstruction de la réputation écornée de la marque. Tout au long de sa présentation,
Victoria le regardait avec un mélange complexe d'émotions, choc, colère, et quelque chose qui ressemblait à du respect. En un an, elle avait vieilli d'une décennie, son assurance confiante ayant cédé la place à une fragilité fatiguée. Quand as-tu terminé? Reed fut le premier à prendre la parole. Je pense que cette orientation est solide. Nous sommes prêts à aller de l'avant avec le paquet d'investissement complet, comme convenu. Et acquiesça en signe d'approbation. Les études de marché soutiennent votre approche. Le secteur du mobilier haut de gamme a même progressé malgré les vents économiques contraires. Un par un, les membres du conseil exprimèrent leur accord. Enfin, seule Victoria resta silencieuse. Victoria, dit Nat en croisant enfin son regard pour la première fois, vous conservez une participation de 5% dans la société. Vous avez donc droit à une opinion. Elle redressa la tête dans son siège. Pourquoi faites-vous cela, Nat? Pourquoi ne pas simplement nous détruire complètement? Vous en avez clairement la capacité. Parce que la destruction est facile, répondit-il. Construire quelque chose de durable, voilà le vrai défi. Après la réunion, Victoria s'approcha de lui dans le couloir. Nous devons parler en privé. Ils se dirigèrent vers le nouveau bureau de Nat, ancien bureau de Laurence, entièrement repensé pour effacer toute trace de son ancien occupant. Victoria observa les changements, notant le mobilier que Nat avait lui-même fabriqué, et l'absence de l'art prétentieux de Laurence. Vous avez orchestré tout cela, dit-elle, ce n'est pas une question, mais une affirmation. Dès le moment où vous êtes sorti. Oui. Les enquêtes réglementaires, les rappels de prêt, le désistement de l'acheteur pour la maison. Tout cela, c'était moi. J'ai eu de l'aide, admit Nat. Mais oui, le plan venait de vous. Victoria secoua la tête, incrédule. Je n'aurais jamais cru que vous en étiez capable. Ce niveau de calcul. Vous m'avez appris une leçon précieuse, Victoria. Ne sous-estime jamais ce dont quelqu'un est capable quand tout lui est retiré. Elle frissonna à son ton froid. Que va-t-il arriver maintenant à Alex? Et à Olivia? Olivia a fait son choix quand elle m'a envoyé les documents prouvant la fraude de Laurence. Une place l'attend dans l'entreprise si elle le souhaite. Et Alex? L'expression de Nat se durcit. Alex devra faire face aux conséquences. Les preuves de ces infractions réglementaires ont été transmises aux autorités. Il évitera sans doute la prison grâce à sa coopération, mais sa carrière d'avocat est terminée. C'est votre fils, Nat. Non, répondit-il d'une voix glaciale. Il a renoncé à ce privilège lorsqu'il m'a traité de loser et a ri au visage. Quand il a aidé à voler le fruit de ma vie et à me chasser de ma propre maison. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Et moi? Quelle est ma punition? Tu vivras avec 5% de ce qui aurait pu être tien. Tu regarderas depuis la touche pendant que je reconstruis ce que tu as essayé de détruire. Tu ne contrôleras ni n'auras plus aucune influence sur quoi que ce soit qui compte pour moi. Sa voix s'adoucit, presque un murmure. Et tu sauras, chaque jour, pour le reste de ta vie, que tu avais quelque chose de réel et que tu l'as jeté pour un escroc qui t'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Victoria essuya ses larmes de ses mains tremblantes. J'ai fait une terrible erreur, Nat. La pire erreur de ta vie, confirma-t-il sans émotion. Oui, tu l'as faite. Après son départ, Nat resta debout devant la fenêtre de son bureau, regardant la ville. Dans son reflet, il ne vit pas l'homme qu'il avait été, confiant, généreux, indulgent. Mais celui qu'il était devenu par nécessité, plus dur, plus froid, plus puissant. Il ne ressentit ni triomphe ni joie, seulement une satisfaction austère que la justice, telle qu'il la définissait, soit enfin rendue. Ce soir-là, il retrouva Olivia dans un restaurant calme du centre-ville. Elle arriva nerveuse, les yeux fuyants comme si elle craignait une embuscade. « Détends-toi » dit Nat en la voyant s'asseoir dans la cabine. Ce n'est pas une autre surprise d'anniversaire. Elle grimaça à cette référence. Je le mérite. Tu mérites bien pire, répondit Nat avec calme. Mais tu as aussi pris un risque pour m'aider quand ça comptait. Ça compte pour quelque chose. Ils commandèrent des boissons. Le silence entre eux était lourd de reproches tus et de regrets.
Pourquoi l'as-tu fait? Demanda enfin Nat. Me ranger de leur côté contre toi, répondit Olivia en regardant son verre. Maman et Alex, ils étaient tellement convaincants. Ils disaient que tu préparais de vendre l'entreprise dans son dos, que tu cachais de l'argent à l'étranger, que tous ces voyages d'affaires étaient en fait des rendez-vous avec des acheteurs. Et tu les as crus, sans jamais me demander? J'étais confuse et effrayée. Laurence ne cessait de dire à quel point l'entreprise irait mieux sous leur direction, qu'on serait tous pris en charge. Elle leva les yeux, humides. J'étais faible, papa. Je voulais les croire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Nat l'étudia, voyant à la fois l'enfant qu'il avait élevé et l'adulte imparfaite qu'elle était devenue. L'entreprise est en train d'être restructurée. Une place t'attend dans la nouvelle organisation, si tu le souhaites, dans le département design, pas en management. Après tout ce que j'ai fait, tu me donnes quand même une chance. Une chance seulement, précisa-t-il. Pas parce que tu la mérites, mais parce que je choisis de te l'offrir. C'est ça qui nous différencie, Olivia. Je prends mes propres décisions. Je ne laisse personne les prendre à ma place. Elle hocha la tête, comprenant la réprimande dans ses paroles. Et Alex? Alex a aussi fait ses choix. Il fait face aux conséquences. C'est ton fils. Il a cessé d'être mon fils au moment où il m'a traité de loser et Harry en me mettant à la porte de ma propre maison. La voix de Nat resta calme, mais ses yeux se durcirent. La famille, ce n'est pas seulement de l'ADN partagé, Olivia. C'est la loyauté, la confiance, le respect. Alex a trahi tout cela. Alors qu'ils se séparaient, Olivia hésita puis demanda. Pardonneras-tu un jour l'un de nous? Nat la regarda longuement. Je ne sais pas si je suis encore capable de pardonner, mais je peux t'offrir un chemin à suivre. C'est tout ce que j'ai à donner. Plus tard dans la nuit, alors que Nat rentrait à son appartement temporaire, son téléphone sonna. La voix de Sam, urgente à l'autre bout du fil. Laurence a réussi à obtenir une caution, d'une manière ou d'une autre, et il n'est pas à son adresse approuvée. Où est-il? C'est ça le problème. Personne ne sait. Mais il a fait quelques menaces quand il a été libéré. Il a dit qu'il ne partirait pas seul. Nat ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit d'automne. Laurence avait toujours été dangereux, mais un Laurence n'ayant plus rien à perdre, c'était tout autre chose. Renforcer la sécurité sur toutes les propriétés, ordonna Nat, tout en assignant quelqu'un pour surveiller Victoria et Olivia, par précaution. Le fantôme de son passé n'avait pas encore fini de les hanter. Mais Nat non plus. Chapitre 8, Terre brûlée. Les appels téléphoniques commencèrent à minuit. Victoria fut la première. Sa voix terrifiée laissa un message sur la boîte vocale de Nat, alors qu'il traversait la ville en voiture. Il est ici, Nat. Laurence était dans la maison quand je suis rentré. Il a tout pris. Tous les bijoux, l'argent liquide, même mon passeport. Il a dit que c'est ta faute, que tu allais payer pour ça. S'il te plaît, je crois qu'il a perdu la raison. Puis vint Olivia, tout aussi paniquée. Papa, quelqu'un a cambriolé mon appartement. Mon ordinateur portable a disparu, et il y a un message écrit sur le miroir de la salle de bain, apparemment avec du sang. Ça dit, demande à ton père ce qu'il arrive au traître. Papa, j'ai peur. Que se passe-t-il? Quand Nat arriva au condo de Victoria, un modeste appartement de 2 chambres qu'elle avait dû accepter après avoir perdu la maison, la police était déjà là. Elle était assise, blottie sous une couverture, en train de donner sa déposition à un officier, pendant que les techniciens de la scène de crime recherchaient des empreintes. Elle leva les yeux à l'entrée de Nat, un soupir de soulagement traversant son visage malgré tout ce qui s'était passé entre eux. « Tu es venu? » « Bien sûr que je suis venu, » répondit-il en observant le salon saccagé. « Tu es blessé? » Non, juste terrifié. Il attendait dans le noir. Elle se tut, frissonnante. Il a dit : « Tu as détruit sa vie, alors il allait te rendre l'appareil. » Le détective chargé de l'enquête s'approcha, se présenta comme étant le détective Phillips. « Madame Brinet dit que vous pourriez avoir des informations sur les motifs du suspect. »
Nat lui donna une version soigneusement édulcorée des événements récents, la fraude de Laurence dans l'entreprise, son fuite puis son arrestation, la restructuration qu'il avait laissée sur la touche. Il omit son propre rôle dans la chute de Laurence. Alors c'est une vengeance, conclut Phillips. Contre vous deux, principalement contre moi, corrigea Nat. Victoria et ma fille sont juste des cibles plus faciles. Après le départ de la police, qui promit d'intensifier les patrouilles et lança un avis de recherche, Bolo, pour Laurence, Nat appela Sam pour qu'il aille chercher Victoria. Emmène-la à la maison sécurisée de Riverstone. Protection maximale. Victoria attrapa son bras alors qu'il s'apprêtait à partir. Nat, fais attention. La façon dont il a parlé de toi, c'était de la pure haine. Il te tient pour responsable de tout. Bien, répondit Nat froidement. Il devrait. De l'autre côté de la ville, Olivia était hébergée chez une amie, trop effrayée pour retourner dans son appartement violet. Nat vint la chercher et lui expliqua la situation pendant le trajet vers Riverstone. Laurence se voit comme la victime dans toute cette histoire, expliqua Nat. Les hommes comme lui font toujours ça. Ils détruisent des vies sans remords, mais quand ils doivent faire face aux conséquences, ils se révoltent contre l'injustice. Que veut-il ? Demanda Olivia, blottie côté passager. Me faire du mal. Et comme il ne peut pas me trouver, il s'en prend à ce qu'il croit que je tiens à cœur. Est-ce que tu tiens encore à nous ? Demanda-t-elle doucement. Nat garda les yeux sur la route. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. La maison sécurisée était une cabine au bord d'un lac, appartenant à Damen Reed, équipée de systèmes de sécurité modernes et accessible uniquement par une route unique. À l'aube, Victoria et Olivia étaient installés avec Sam et 2 agents de Miller qui leur assuraient une protection rapprochée. Nat ne resta pas malgré leurs supplications. Il avait d'autres projets. Laurence ne vous cherche pas, leur dit-il. Il me cherche. Et je ne vais plus lui permettre de dicter les règles de ce conflit. De retour en ville, Nat rencontra de nouveau le détective Phillips, cette fois pour lui fournir des informations supplémentaires sur les cachettes probables de Laurence, ses contacts, ses habitudes. Il partagea aussi sa théorie sur le but ultime de Laurence. Il ne fuit pas, expliqua Nat. Il aurait pu prendre le passeport et les objets de valeur de Victoria et disparaître. Mais il a laissé un message. Il veut une confrontation. Si tu as raison, toi aussi tu as besoin de protection, avertit Phillips. J'apprécie l'attention, répondit Nat. Mais je me prépare à ce moment depuis bien plus longtemps que lui. Après avoir quitté le poste de police, Nat se rendit dans un centre de stockage à la périphérie de la ville. L'unité était enregistrée sous un nom que Laurence n'aurait jamais pu relier à lui. À l'intérieur, tout ce dont il avait besoin pour l'acte final de ce long drame. Pendant ce temps, Laurence Donovan préparait bel et bien sa grande vengeance. Retiré dans une cabane de chasse abandonnée appartenant à un de ses connaissances joueurs, il documentait méthodiquement tout ce qu'il savait de la conspiration contre lui. Dans son esprit déformé par la rage et l'humiliation, Nat était devenu un marionnettiste tout-puissant qui avait orchestré sa destruction par pure jalousie. La vérité, que Laurence s'était attiré ses ennuis par sa propre avidité et trahison, était inconfortable pour ce récit, et donc rejetée. Ce que Laurence ne savait pas, c'est que la cabane n'était pas aussi sécurisée qu'il le croyait. La surveillance de Miller l'avait identifié quelques jours plus tôt comme une cachette potentielle, et des mini-caméras avaient été installées pendant la courte incarcération de Laurence. Nat regardait le flux vidéo sur son ordinateur portable, étudiant les mouvements de son ennemi, ses routines, ses faiblesses. La 3e nuit, Laurence passa un appel à un associé particulièrement douteux, un homme connu pour régler définitivement les problèmes au bon prix. Nat reconnut immédiatement la menace implicite et décida que le temps de l'attente était terminé. Le lendemain matin, Laurence revint de sa course d'approvisionnement pour trouver quelqu'un assis dans le seul fauteuil de la cabane. Un homme à la barbe soigneusement taillée. Et des yeux froids qui ne reflétaient aucune lumière. « Bonjour Laurence. » dit Nat d'une voix basse, presque un murmure. « Je crois qu'il est grand temps que nous ayons une conversation. » Laurence se figea, puis, dans un élan soudain, se jeta vers le pistolet qu'il avait laissé sur le comptoir de la kitchenette. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la voix de Nat le stoppa net.
Je ne te le conseille pas. La cabane est encerclée. Et ce pistolet n'est de toute façon pas chargé. J'ai pris la liberté de retirer les munitions pendant que tu étais sorti. Laurence redressa la tête, son expression changeant rapidement de la peur à une bravade fragile, presque cassante. Tu viens finir ce que tu as commencé? Tu comptes me tuer et faire passer ça pour un accident? Si je voulais ta mort, nous ne serions pas en train de parler, répondit Nat d'un ton calme et posé. Je suis ici pour t'offrir un choix. Il exposa les options clairement. Laurence pouvait se rendre pacifiquement aux autorités, témoigner contre les complices restants de ses manœuvres financières, et purger sa peine. En échange, Nat garantirait qu'il soit envoyé dans un établissement à sécurité minimale, bénéficiant de certains privilèges. Ou bien, il pouvait continuer sur sa voie actuelle, qui le mènerait inévitablement soit à la mort, soit à des accusations fédérales qui le maintiendraient emprisonné pour des décennies. « Pourquoi m'offres-tu quoi que ce soit ?» demanda Laurence avec méfiance. « Tu as détruit tout ce que j'avais. »« Non, Laurence, c'est toi qui t'es détruit toi-même, » répondit Nat avec calme. « Moi, j'ai juste veillé à ce que tu ne puisses plus entraîner personne dans ta chute. » Nat se pencha en avant, son regard devenu dur. « Et ce n'est pas pour toi que je fais ça, mais pour clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. » Quelle magnanimité, ricana Laurence. Le grand Nat Brené, si au-dessus de tout ça. Tu sais quel était ton problème? Tu n'as jamais compris le pouvoir. Tu l'avais, mais tu ne savais pas comment l'utiliser. Ta femme a vu cette faiblesse en toi. Ton fils aussi. Et pourtant, nous y voilà, observa Nat froidement. Toi, caché dans une cabane, sans rien. Moi, tenant ton avenir dans mes mains. On dirait que j'ai plutôt bien appris ce que signifie le pouvoir. La façade de Laurence se fissura. Tu penses que c'est fini? Ce n'est jamais fini. Je trouverai un moyen de te faire souffrir, même depuis la prison. Tout le monde a des faiblesses, Nat. Même toi. C'est là que tu te trompes, répliqua Nat en dominant l'homme diminué devant lui. Ma faiblesse est morte la nuit où ma famille m'a trahi. Ce qui reste n'est vulnérable à rien de ce que tu pourrais faire. Il marcha vers la porte puis se retourna. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour décider. Après ça, le choix sera fait pour toi. Dehors, Miller attendait près de la voiture. Il est instable, observa l'opérative. Imprévisible, confirma Nat. C'est pourquoi on ne lui laisse vraiment pas le choix. À la tombée de la nuit, Laurence n'avait donné aucun signe de vie. Comme Nat l'avait prédit, son orgueil ne lui permettait pas de se rendre, même si c'était clairement l'option rationnelle. L'équipe de Miller intervint alors silencieusement, neutralisant Laurence avec un tranquillisant avant qu'il ne puisse réagir. Au matin, il était en garde à vue fédérale. Les preuves de ses crimes financiers s'ajoutaient à de nouvelles accusations, violation de liberté conditionnelle, cambriolage et menaces terroristes. Aucun arrangement n'était proposé, aucune clémence accordée. Laurence Donovan allait purger sa peine entière dans un établissement à sécurité maximale, entouré de criminels bien plus dangereux que les fraudeurs en col blanc qu'il avait cru rejoindre. Nat suivit les nouvelles de la capture de Laurence depuis son bureau chez Brené Legacy. Il ne ressentait pas de satisfaction, mais une sorte de finalité creuse. Un autre chapitre clos, un autre ennemi neutralisé. Ce même après-midi, il appela Victoria et Olivia pour les informer qu'elles pouvaient rentrer chez elles en sécurité. Victoria lui demanda s'il accepterait de dîner avec elle, une sorte d'offre de paix. « J'apprécie l'invitation », répondit Nat formellement. « Mais j'ai d'autres engagements. » Ces engagements comprenaient une réunion avec ses avocats pour finaliser une dernière affaire, la séparation légale complète de Victoria de tout vestige de leur passé commun. Le divorce, retardé par les manœuvres et complications juridiques de Laurence, serait enfin définitif. En signant les papiers, Nat sentit les derniers fils de sa vie d'avant se rompre. L'homme qui avait célébré des anniversaires en famille, qui avait cru aux secondes chances et au pardon, n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, plus froid, plus solitaire, mais aussi plus puissant et lucide quant à la nature humaine. Il jugea cet échange acceptable. Chapitre 9 Descendre. Un an plus tard, Nat se tenait au bord de sa propriété à Riverstone,
regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. La maison qu'il avait construite de ses propres mains brillait sous la lumière dorée. Pas aussi grande que son ancienne demeure, mais plus authentique, plus vraiment sienne. Brunet Legacy Design n'avait pas seulement survécu, mais prospéré au-delà de toutes les attentes. Le retour à la qualité artisanale, allié à la réputation sans compromis de Nat, avait attiré une clientèle prête à payer des prix premium et attendre des mois pour la livraison. L'entreprise employait désormais 30 artisans répartis dans 3 ateliers, avec un programme d'apprentissage devenu la référence dans le secteur. Marissa Callaway sortit de la maison, 2 verres de bourbon à la main. Leur amitié s'était transformée au fil des mois en quelque chose de plus profond. Pas la confiance aveugle de son premier mariage, mais un partenariat prudent entre 2 personnes qui avaient appris les dures leçons de la vie. « Ça m'a appelé », dit-elle en lui tendant un verre. La vente du showroom de Chicago est passée au-dessus du prix demandé. Nat acquiesça. La dernière pièce de l'ancienne entreprise liquidée pour financer l'expansion sur des marchés plus prometteurs. Victoria a déménagé en Arizona, ajouta Marissa, elle a pris un poste d'enseignante dans une école de design. Tant mieux pour elle, répondit Nat sans émotion. Marissa l'étudia. Ça ne te touche vraiment pas, hein? Je me contente de penser qu'elle n'est plus mon problème, dit-il en sirotant son bourbon. Ça suffit. À l'intérieur, le téléphone de Nat vibra avec un message d'Olivia. Première collection lancée le mois prochain. Tu veux venir la voir? Olivia avait surpris tout le monde par sa résilience. Après l'affaire Laurence, elle s'était lancée corps et âme dans la reconstruction de sa carrière, développant une ligne de meubles mêlant le savoir-faire de son père à son esthétique moderne. Elle travaillait de manière indépendante, mais utilisait les capacités de fabrication de Brunet Legacy via une licence que Nat avait approuvée. Leur relation restait professionnelle, prudemment cordiale. Pas l'affection facile du passé, mais pas non plus la froide distance qu'il entretenait avec Alex et Victoria. Alex avait effectivement évité la prison, mais sa carrière juridique était terminée. Dernière nouvelle, il travaillait dans l'immobilier en Floride, loin des couloirs du pouvoir qu'il avait autrefois espéré arpenter. Il ne s'était plus parlé depuis la confrontation finale, et Nat n'avait aucune envie de changer cela. Lawrence Donovan avait eu le pire sort. 6 mois après le début de sa peine, il avait été sévèrement battu par d'autres détenus. Apparemment, il avait tenté d'y jouer les mêmes jeux manipulateurs qu'il avait perdus à l'extérieur. Il avait survécu, mais boiterait à vie. Nat avait accueilli cette nouvelle avec indifférence. « Un sou pour tes pensées ?» demanda Marissa, interrompant sa réflexion. « Je fais l'inventaire » répondit Nat, évaluant où il en était. « Et quel est ton verdict ?» Il regarda autour de lui la vie qu'il avait bâtie à partir des cendres de la trahison, l'entreprise prospère, la maison qui était vraiment la sienne, la femme à ses côtés qu'il acceptait tel qu'il était, et non pas comme elle aurait voulu qu'il soit. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, dit-il simplement. Et rien qui me manque. » Plus tard ce soir-là, assis près du foyer qui surplombait la rivière, Marissa posa la question qu'elle tournait en rond depuis des mois. « Penses-tu parfois à leur pardonner ? Pas pour eux, mais pour toi. » Nat fixa les flammes. « Le pardon est surévalué, finit-il par dire. Certaines trahisons sont trop profondes. Certaines actions ont des conséquences qu'aucun mot ne pourra jamais effacer. Alors, c'est ça? Pas de rédemption possible? Ils ont fait leur choix, tout comme j'ai fait les miens. » Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Je ne suis plus en colère, si c'est ce que tu demandes. Je ne passe pas mes nuits à imaginer d'autres vengeances. Mais le pardon implique la possibilité d'une réconciliation, d'un retour. Il n'y a rien à quoi revenir. L'homme qui a quitté cette fête d'anniversaire, ce n'est pas le même qui est assis ici maintenant, observa Marissa. Non, répondit Nat. Il n'est pas le même. Cet homme est mort cette nuit-là. Ce qui a surgi de ses cendres est plus fort, plus sage, et bien moins indulgent. Le lendemain matin, Nat reçut un appel de son avocat. Les derniers papiers étaient arrivés. Victoria avait signé le dernier bien commun, une cabane de vacances dans le Colorado, dont Nat avait presque oublié l'existence. Tout était désormais officiellement et irrévocablement réglé. En raccrochant, Nat ressentit une étrange légèreté.
Pas exactement du bonheur, mais la fin d'un cycle. Les comptes étaient soldés. La justice, telle qu'il la définissait, avait été rendue. Il se dirigea vers son atelier, où une table à manger à moitié finie l'attendait. Son premier projet personnel depuis des mois. Faisant glisser ses mains sur la surface en érable tigé, il sentit la chaleur du bois, son potentiel. Contrairement aux hommes, il ne trahirait jamais. Le bois révèle sa vraie nature dès le départ. Ses forces et ses faiblesses, sa beauté et ses limites, tout visible pour ceux qui savent regarder. Prenant ses outils, Nat se mit au travail, façonnant quelque chose de nouveau à partir de la matière brute. Le passé était enfin vraiment derrière lui. L'avenir, cet avenir qu'il avait combattu et construit de ses propres mains, s'étendait devant lui, sans compromis, sans fausses promesses ni confiance mal placée. C'était, décida-t-il, assez. Bien plus que suffisant. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans la section commentaires. Merci de votre temps. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne. Thank you, my man. Another $10. Add points. Fractal. Another 15. Oh my god. So Dylan is just way ahead on mana. Dylan, you should consider Robin Hooding. Help the commoners out, man. We got the real 1%er here. The Elon Musk of the chat. Oh, that's gonna piss him off. I already, as the words left my mouth, I knew I was fucking up. Get rained on, idiot. I'm gonna make the rain one cost $15. Bro, he's so rich. Bro, do exclamation point man on it, Dylan. You won't. Well, actually, you guys can check just by doing exclamation point leaderboard. Oh my god, he's almost at 200k. Can I have a Dylan robot on? Okay, no thanks. Oh, bro, dude, having 6 hearts. Now, this is real hardcore, alright? All these sissy gamers with their 10 hearts don't know how to play real Minecraft. I'm gonna give you an interesting challenge. Hold on. I'm ready. I am ready. Whatever you got, give it to me. They're just queued? That probably means that whatever you're trying to do is not possible until something happens. I don't know what it is you're trying to do. Maybe I'm not close enough to a mob or something. I'm not sure. Give me 100, private. Get down, give me 50. Okay. Where's all my food? Oh shit, I barely have any food left. What the? Challenge nullified? I'm sorry, bro. It should refund your coins if it doesn't happen. But, what, can you tell me what it was? I might be able to help you out if I know what we're going for here.
Okay, I don't really know what my goal is right now. I guess we'll poke our heads into the nether. This is probably just gonna get me killed, but... I just need to find a gravel real quick. Alright. I was gonna give you a totem of undying and take away, like, 4 more hearts. Oh, you know, it might have been... It was probably cute because my inventory is full. But it's not full right now. Oh, easy. Unnamed, I didn't see how much you lost. It said I can't take any more health. Oh, there might be a cooldown, like a global cooldown on that.